Les titres de l'actualité. La France a procédé à son premier essai nucléaire, conséquence d'une vague de protestations dans le monde. Invité du journal, le ministre à la Défense, M. Charles Millon, et le socialiste Dominique Strauss-Kahn. Le gouvernement annonce la mise en place à partir du mois d'octobre d'un prêt au logement sans intérêt, taux zéro. Le Grand Stade de Saint-Denis pose de la première pierre aujourd'hui d'un complexe sportif destiné à la Coupe du Monde de football en 98, un chantier difficile. Invité du journal également Robert De Niro, il est à Deauville pour un hommage au producteur Irving Winkler et à la ville de New York où il est né. Madame, Monsieur, bonsoir. La France a donc procédé au premier de ses essais nucléaires annoncés dès le mois de juin par le président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Le tir sous-marin a eu lieu hier soir à 23h30 heure de Paris. Aussitôt après, nos envoyés spéciaux Thierry Thuillier et Franck Brisset étaient sur place. 5, 4, 3, 2, 1, CRT. 20 kilotonnes sur les courbes des sismographes, voilà ce que ça donne pendant 4 à 5 secondes, le temps de la grande secousse. Vibration assez forte, hein. Mais point de vue, disons, mer, bon, je n'ai pas pu dire parce qu'on était dans des bâtiments à l'abri. La seule chose que l'on ressent, c'est un légère ondulation du sol qui dure pas très longtemps et c'est tout, et c'est fini. C'est extrêmement impressionnant et puis après, tout le monde se remet au boulot. Tout va bien, content d'être toujours là, quoi, et de se rendre compte que rien n'est changé pour nous, le cadre de vie est toujours le même. Et c'est vrai qu'à l'arrivée du petit groupe de journalistes autorisés à se rendre à Mururoa, rien ne permet d'imaginer que quelques heures auparavant, sous les eaux du lagon, une explosion a eu lieu. La France vient pourtant de reprendre ses essais nucléaires, une expérimentation destinée à la simulation, avec immédiatement le souci de rassurer, même si aucun journaliste n'a pu se rendre au-dessus du point d'explosion. Premières informations que nous avons nous disent que toutes les mesures ont fonctionné convenablement, que les signaux ont bien été enregistrés, que nous avons un taux de réussite quasi total et parfait. Je peux vous dire qu'avant de venir à cette conférence, je suis passé au PC qui permet, où on contrôle toute cette radioactivité. Il n'y avait absolument aucune fuite détectée. La France a choisi de répondre au moins symboliquement à ceux qui la soupçonnent de vouloir, avec ses essais, perfectionner son arsenal nucléaire. L'urgence est bien à l'acquisition de techniques de simulation. En le réaffirmant d'emblée, les autorités françaises espèrent ainsi désamorcer la protestation antinucléaire. Au moment du tir, à 20 km de là, à la limite des eaux territoriales françaises, une équipe de France 2 se trouvait au milieu de la flottille de Greenpeace, ou du moins ce qu'il en reste. José Blanc-Lapierre, Bruno Giraudot, reportage. Mardi 5 septembre, 12h30 heure locale. Nous sommes le plus près possible de Mururoa, à la limite de la zone d'exclusion, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de la base militaire. Difficile d'être plus proche de l'explosion qui vient de se produire. À bord de notre bateau, nous n'avons rien observé d'inhabituel, pas d'effet sonore, pas de secousse, pas de changement de l'état de la mer. Sur notre radio de bord, pas de message particulier non plus. C'est nous qui apprendrons la nouvelle aux voiliers qui nous entourent. Et pour les passagers de la flottille, même s'ils s'y attendaient, c'est la déception et la colère. Je suis triste, très triste. Je pensais que si on était là, tous ensemble, pacifiquement, cela pouvait influencer les Français et Jacques Chirac. Je pensais il y a 2 ou 3 semaines qu'il y avait 20% de chances de stopper les essais. Je n'ai jamais cru qu'on y arriverait. L'important, c'est d'attirer l'attention sur ces essais. Cette nuit, devant l'imminence de l'essai nucléaire, plusieurs voiliers sont entrés dans la zone d'exclusion pour tenter d'empêcher ce premier tir. Les passagers des bateaux contestataires se sont réunis cet après-midi pour définir une conduite à tenir pour les jours qui viennent. A priori, il semble qu'ils aient décidé de poursuivre leur manifestation. Ils attendent d'autres navires. Ils désirent ainsi faire pression pour que plus jamais le test de ce matin ne se reproduise. Aussitôt après le tir, par un système de vidéoconférence, les responsables de la base de Mururoa transmettaient aux journalistes restés à Papeete, capitale de la Polynésie française, les premiers éléments techniques sur le tir qui s'est parfaitement déroulé. Conférence de presse troublée, de manière originale, si je puis dire, par des militants de Greenpeace qui ont été aussitôt évacués. Plus sérieusement, sur le plan technique, voilà ce qu'il faut retenir de cet essai dont les résultats sont déjà exploités par les experts nucléaires français. Patrice Pellet.
L'onde de choc, c'est la partie visible de l'explosion, mais c'est en dessous, dans la bombe, que se situe l'intérêt de cette expérience. 50 tonnes, c'est le poids des milliers d'instruments de mesure répartis sur l'engin. À l'instant de l'explosion, les capteurs ont envoyé leurs informations vers cette barge postée en surface à 500 mètres du point zéro. Des informations capitales puisque l'enjeu de cette dernière campagne d'essai est de réunir le maximum de renseignements en vue de la modélisation de la fabrication de la bombe sur ordinateur. Quand on aura bien reconstitué ce qu'était l'expérience, à ce moment-là, on pourra commencer la modélisation qui aboutira un jour à la simulation qui nous permettra de nous passer définitivement d'essais nucléaires, c'est-à-dire d'apporter au gouvernement les garanties qui sont recherchées de fiabilité et de crédibilité. Cette crédibilité, la France la cherche depuis plusieurs années à Limeil-Brévannes. Grâce au laser Phébus, les ingénieurs espèrent développer d'ici 10 ans un concept qui devrait permettre de fabriquer la bombe sans mettre en ébullition la Terre entière. Ce qui permettra peut-être de réaliser quelques économies. Chaque essai coûte entre 80 et 100 millions de francs. Alors aussitôt l'annonce faite du premier essai français, plusieurs pays dans le monde ont fait connaître leurs réserves ou encore leur désapprobation. Et les militants écologistes se sont livrés à des actions spectaculaires. Vincent de Guyenne, Frédéric Rota. Du boycott du vol Air France 143, l'escale de Sydney est supprimée. Interdiction pour ce vol Nouméa à Paris de s'arrêter comme prévu à Sydney. C'est la réponse du syndicat australien des transports qui suspend pendant 24 heures ses services après l'essai nucléaire d'hier. L'Australie qui n'a pas apprécié du tout la concrétisation de l'initiative française, le gouvernement comme les militants écologistes. Colère également en Nouvelle-Zélande. L'ambassadeur de France a eu un peu de mal à quitter son lieu de travail. Un travail qui a conduit Jacques Leblanc directement chez le Premier ministre néo-zélandais. Celui-ci a décidé de rappeler son ambassadeur à Paris. Au Japon, des manifestants ont escaladé le centre culturel français pour y accrocher une bombe de carton à l'effigie de Jacques Chirac. Jacques Chirac, qu'on n'hésite pas aux Philippines à traiter de Hitler du Pacifique. À Manille, on a brûlé le drapeau français sur la place publique. Au Danemark, on ne brûle pas mais on déploie un drapeau quelque peu transformé le long des murs de l'ambassade de France à Copenhague. De nombreuses manifestations comme ici en Grande-Bretagne. Mais aussi des protestations de pacifistes en Allemagne et en Belgique. À Bruxelles, les débats ont été vifs à la Commission européenne. Jacques Santer, son président, a été très critiqué, même s'il répond que personnellement, lui aussi, déplore cet essai français. La plupart des gouvernements du monde a réagi en termes diplomatiques. Washington regrette le premier tir français, Moscou regrette profondément. Pour Tokyo, il est extrêmement regrettable. Enfin, la Chine a annoncé qu'elle prend bonne note de cet essai nucléaire français. Monsieur Millon, bonsoir. Vous êtes le ministre de la Défense. D'une part, la résolution française qui aboutit à ce premier essai. D'autre part, le tollé dont nous venons nous faire l'écho. Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Tout d'abord, il faut le savoir, c'est la campagne ultime d'essais nucléaires. C'est-à-dire que ce sont les derniers essais nucléaires que la France va effectuer, et ce pour entreprendre une démarche de paix, c'est-à-dire signer le traité d'interdiction définitive de tous les essais nucléaires. Et la France a même fait preuve d'initiative puisqu'elle a demandé que ce soit bien tous les essais nucléaires, quelle que soit la charge et la puissance. Mais la France est attachée à son indépendance, à sa souveraineté, et veut garantir les générations futures vis-à-vis d'éventuels agresseurs. Or, nous avons une force de dissuasion que nous avons mis au point depuis près de 30 ans. Il y a besoin de quelques essais nucléaires pour pouvoir fiabiliser, crédibiliser cette force de dissuasion, pour pouvoir la maintenir fiable et crédible durant les années à venir. C'est l'objet de ces essais et c'est la raison pour laquelle nous terminerons cette campagne pour pouvoir ensuite garantir l'indépendance et la paix de la France. Ces images ne vous impressionnent pas donc, et quelles qu'en soient les conséquences éventuelles sur le plan économique ou moral, comme disent certains? Donc, vous savez, je crois que d'abord personne n'a le monopole de la morale et que je pense que les intérêts
de la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale. Les intérêts nationaux français sont supérieurs à des intérêts commerciaux. Encore une chose, sondage Sofres Le Monde, monsieur le ministre. 59% des Français se prononcent contre la reprise des essais nucléaires, mais en même temps 60% jugent que la France doit avoir une force de dissuasion. Eh bien, je dis aux Français qui sont à 60% ou à plus de 60% favorables à une force de dissuasion, que s'ils veulent que cette force de dissuasion soit au service de la France, non seulement d'aujourd'hui, mais de demain, il est indispensable, je dis bien indispensable, de procéder à une série très limitée de tirs, qui sont des tirs souterrains, sans aucune conséquence sur l'environnement, comme l'a rappelé le rapport établi par des experts australiens et néo-zélandais, et qui a l'avantage de nous permettre d'accumuler des données scientifiques pour faire demain des vérifications dans les laboratoires. Monsieur Millon, on se retrouve dans un instant. Je voudrais vous montrer à vous ainsi qu'à nos téléspectateurs la manifestation qui a également eu lieu ce soir à Paris à l'appel de Greenpeace et de différents partis politiques. Éric Lemasson, Pascal Dusset. Une œuvre d'art plutôt qu'un grand discours. Selon cette sculpture éphémère place de la Bastille, voici l'avant et voici l'après-nucléaire. Et comme aux plus belles heures du combat pacifiste, l'important ce soir pour tous ces manifestants, c'était de crier très fort leur indignation après l'essai effectué hier soir à l'autre bout du monde. Écologistes et pacifistes français ne voulaient pas être en reste des protestations entendues dans le monde entier. Maintenant c'est déjà trop tard, il y en a eu un. Ce qu'il faut c'est qu'il n'y en ait plus aucun. J'étais juste en voyage ici à Paris, j'ai eu le papier et automatiquement je suis venu. C'est bon, pour donner un soutien à la manifestation et contre les essais. Aux côtés des militants de Greenpeace, les vedettes de la manif, plusieurs organisations syndicales et politiques de gauche, écologistes, socialistes autour de Pierre Mauroy et Henri Emmanuelli, ainsi que les militants toujours nombreux du PC. Cette nuit, des milliards ont été engloutis dans le Pacifique, alors qu'il y a tant de besoins à satisfaire en France en matière d'emploi, de santé publique, d'éducation. Je pense qu'il y a vraiment, nous sommes dans une époque où il faut mettre un terme à ces milliards qui passent à la bombe plutôt qu'au progrès social. Et pour tous, le principal argument ce soir, c'était ce récent sondage qui montre une opinion majoritaire en France contre les essais nucléaires. Dominique Strauss-Kahn, merci d'être avec nous au nom du Parti socialiste. Quelle est, selon vous, puisque vous pensez que c'est une erreur, la principale erreur commise par le gouvernement français? Je crois que c'est une grave erreur politique. François Mitterrand, lorsqu'il a été à l'origine du moratoire, a eu raison. Il a envoyé à ce moment-là au monde un message de paix. Et ce que la France envoie aujourd'hui au monde, ça n'est plus un message de paix. Mais ce qui est plus important peut-être encore, c'est que la France vient de perdre beaucoup de crédit moral. Voyez-vous, ce que nous risquons, c'est la prolifération nucléaire. Et Charles Millon le rappelait, il faut signer un traité qui interdise dorénavant les essais nucléaires et les risques de prolifération sur l'ensemble de la planète. Mais dans ce débat sur la non-prolifération, la France maintenant n'aura plus de voix, sa voix ne pèsera plus. Vous ne pouvez pas mettre la main dans le pot de confiture et dire ensuite je suis le dernier à pouvoir le faire. Après moi, plus personne ne pourra faire de tels larcins. Si on voulait que la voix de la France pèse, il fallait donner l'exemple. Pour convaincre, il faut donner l'exemple, et la France vient de donner un très mauvais exemple. Quant à l'image et aux conséquences économiques? Les conséquences économiques sont importantes. Elles sont importantes surtout que ces essais, beaucoup d'experts le disent, sont inutiles. Elles sont importantes parce que chacun a bien à l'esprit que c'est bien dans le Pacifique, autour du Pacifique, dans ces pays, que se déroulera la croissance des dizaines d'années qui viennent devant nous. Il faut donc y être présent. Or, ce que nous venons de faire va nous en chasser pour partie. Comment voulez-vous que nous soyons capables de vendre des TGV, des Airbus à des pays comme la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Australie qui pourront en avoir besoin? Lorsque le choix se fera entre un produit français, un produit américain, un produit allemand, le produit français sera alourdi par les erreurs que la France vient de commettre. Dernière chose, Monsieur Strauss-Kahn, et si, comme le dit la majorité, Monsieur Mitterrand avait terminé ses essais, on n'en parlerait plus aujourd'hui? C'est quand même un drôle d'argument, parce que ce qu'il faut rendre comme justice à François Mitterrand, c'est que justement il les a arrêtés, parce qu'il fallait les arrêter. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a fait le bon geste que s'il ne l'avait pas fait, le problème ne se poserait plus aujourd'hui. Si Jacques Chirac n'avait pas eu l'idée saugrenue de vouloir, par un coup de menton, relancer ses essais, le problème ne se poserait pas non plus. Donc finalement, c'est de l'argent gaspillé à faire des trous dans les atolls du Pacifique, le crédit de la France diminué, des emplois et des marchés perdus. Je crois que c'est un joli gâchis pour un nouveau président. Monsieur Millon, sans entreprendre de débat qui serait trop long dans ce journal avec Monsieur Strauss-Kahn, votre réponse, votre commentaire? Ma réponse est simple. François Mitterrand a fait exactement 86 tirs, 86 essais nucléaires.
Il les a arrêtés en 92 parce qu'il y avait les élections législatives un an après, que le mouvement écologiste était en train de se réveiller. Et quand les élections ont été passées, il a créé une commission avec le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, pour s'interroger, pour savoir s'il fallait reprendre les essais nucléaires. Tout le monde sait que pour fiabiliser et crédibiliser la force de dissuasion, il faut 6 à 8 essais. Dominique Strauss-Kahn le sait très bien. Et comme Dominique Strauss-Kahn ne remet pas en cause la force de dissuasion, il pense, lui aussi, qu'il est nécessaire de faire ces essais. Donc arrêtons les fausses querelles, faisons ces 6 essais pour crédibiliser la force de dissuasion, pour permettre ensuite à la France d'engager une démarche de paix et de signer le traité d'interdiction définitive des essais nucléaires. Merci messieurs. J'ajouterai à cela un sondage BVA pour le compte de France 2. 4 mois après l'élection présidentielle, 36% des Français sont satisfaits de l'action de M. Chirac, 59% insatisfaits, 41% sont satisfaits de l'action du gouvernement, 54% insatisfaits, 35%, c'est une question annexe, estiment que M. Juppé a eu raison de demander à M. Madeleine de démissionner, 55% estiment qu'il a eu tort. L'ouragan Luis n'a heureusement que peu touché la Guadeloupe. En revanche, il s'est abattu avec des vents de plus de 200 km/h sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ces images nous parviennent de Guadeloupe car les deux îles, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les plus touchées, sont actuellement coupées du monde. Les dégâts matériels seraient relativement importants, coupure d'électricité, d'eau potable. Pour l'instant, on compte une victime en Guadeloupe. Il y aurait également un mort à Saint-Martin et plusieurs blessés dans l'île de Saint-Barthélemy. Le terrorisme, le ministre de la Justice, M. Toubon, estime que les terroristes ont connu un échec car ils n'ont pas provoqué de psychose de l'attentat dans l'opinion publique française. Pas de nouveaux éléments dans les enquêtes aujourd'hui. En revanche, alerte à la bombe dans un avion d'Air France qui reliait Paris à Göteborg en Suède et qui a dû faire escale à Hambourg en Allemagne. Dans la capitale à Paris, les services de déminage doivent gérer quotidiennement les multiples appels qui arrivent à leur centrale téléphonique. Philippe Boisserie, Michel Levasseur, reportage. Le lieu paraît anodin, il est pourtant névralgique. C'est ici qu'arrivent les appels transmis par le standard de police secours. La responsabilité de ces hommes, gérer les moyens d'intervention. Un travail d'autant plus délicat qu'il s'effectue en ce moment dans un contexte particulier, celui de la crainte des attentats, et cela se ressent. Généralement, cela aussi entre 1200 et 1500 appels par jour. Donc en ce moment, dans le contexte particulier qu'on connaît, combien d'appels sont consacrés aux alertes Environ une centaine. Après l'attentat du RER Saint-Michel, il ne recevait qu'une vingtaine de coups de fil. La découverte d'autres colis piégés a donc multiplié les appels. Certes, il y a les mauvais plaisants, ils ne sont pas forcément nombreux et font l'objet de poursuites. Mais il y a surtout les messages imprécis. Ce qu'on redoute le plus ici, ce n'est pas tant la multiplication des messages, mais leur imprécision. Nous avons eu dans l'après-midi une menace concernant les cinémas Le Gaumont. Enfin, tous les Gaumont, donc 73 ou 75 salles dans Paris. Difficile d'intervenir dans ces conditions. Labo 4 pour le 1er arrondissement, 33 rue Saint-Honoré pour un paquet suspect, périmètre de sécurité en place. L'information est précise, la rue aussitôt bouclée, l'équipe de déminage en route. Mais cette fois-ci comme tant d'autres, fausse alerte. Il s'agit d'un SDF qui avait momentanément abandonné son sac. Tout le monde a gardé son calme, ce qui pour les policiers est indispensable pour assurer la meilleure des sécurités. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui, mercredi, a présenté et a examiné une des mesures proposées par le candidat Chirac pendant sa campagne présidentielle. Il s'agit du prêt sans intérêt pour aider à l'accession à la propriété, au taux zéro. Enquête Ève Mettet, Christian Houtin. Dormir, dîner et recevoir leurs amis dans la même pièce, Jean-Christophe Crémer et Sylvaine en ont assez de leur studio de 35 mètres carrés qu'ils louent 3 000 francs par mois à Paris. Fonctionnaires l'un et l'autre, 21 000 francs à tous les deux, ils sont la cible idéale du prêt à 0% lancé par le gouvernement. Il y a un moment où dans sa vie on a envie de devenir propriétaire, alors bon, on a fait des petites économies et puis maintenant on a décidé de s'engager dans la grande aventure de la propriété. Je comptais mettre en tout 800 000 francs, ne pouvant mettre plus. Et si le prêt à 0% est plafonné à 120 000 francs, ça sera d'autant plus d'économiser. Il y a les nouveaux bénéficiaires et puis ceux qui ne gagneront pas au change. Car le 1er octobre, où naîtra le prêt à 0%, verra aussi la disparition des PAP, les prêts d'accession à la propriété à taux très bas, réservés aux familles modestes.
des prêts qui s'appliquaient à l'ensemble de l'achat immobilier. Le PAP va donc être supprimé et puis d'après les calculs qu'on a pu faire sur quelques simulations, il apparaîtrait qu'auparavant les personnes qui bénéficiaient du PAP seraient un petit peu perdantes dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le prêt à 0%, l'annonce frappe les esprits et devrait donner un coup de fouet à l'accession à la propriété en panne. Les associations de consommateurs mettent en garde les familles modestes, même à taux zéro. Un prêt doit toujours être remboursé. C'est une longue histoire qui a pris fin et qui a commencé également aujourd'hui avec la pose de la première pierre du grand stade qui doit accueillir la finale de la Coupe du Monde de football en 1998 à Saint-Denis dans la banlieue parisienne. Un chantier largement controversé pour son coût et ses difficultés de mise en œuvre. Laurent-Frédéric Bollet, Daniel Lefebvre, reportage. Si vous vous demandiez à quoi ressemble la pose d'une première pierre, eh bien voici la scène. Un acte évidemment symbolique en présence du Premier ministre et du président de la Fédération internationale de football. Tout le monde a l'air content et il était temps, tous les travaux doivent être finis dans 2 ans, c'est limite. Tout sera prêt, je pense. Les entreprises travaillent, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. La petite réunion de travail que j'ai tenue avant la cérémonie de pose de la première pierre montre que les choses avancent bien. Je ne me suis jamais fait de soucis. C'est vrai qu'il y a eu des discussions intéressantes sur ce sujet et des papiers sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je crois que c'est pas un soulagement, je crois que c'est une satisfaction. Une satisfaction qui n'est peut-être que de façade. Le grand stade ressemblera à ça, mais avant, il faut le construire. Et à Saint-Denis, on ne s'est jamais vraiment réjoui de ce chantier. Je ne pense pas que ce soit un cadeau, donc encore plus empoisonné ou non. Je pense que c'est la reconnaissance d'un travail et je pense aussi que c'est une sorte de rééquilibrage vis-à-vis de cette région parisienne. Ça, c'est indéniable. Face aux autres réalisations sportives de la capitale, le grand stade vient combler comme un vide. Cela étant, 3 dangers menacent l'ouvrage. Le coût d'abord, fixé à 2,6 milliards, moitié public, moitié privé, on peut s'attendre à ce qu'il augmente. Ensuite, l'utilisation future du grand stade après la Coupe du Monde, ça n'est toujours pas clair. Enfin, les délais mêmes de construction inquiètent, car il faut dans un premier temps déblayer 800 000 m3 de terre et dans le sous-sol, on sait qu'il y a de la pollution. Comme on est dans l'urgence, une mauvaise surprise serait une catastrophe. Nous savons que nous aurons un problème un peu plus tard quand nous serons avancés dans les terrassements avec une pollution par hydrocarbures de la nappe phréatique. 98, c'est demain pour les constructeurs. Pour déblayer, les maîtres d'œuvre utilisent le canal Saint-Denis et ses péniches toutes proches, comme un symbole pour ce futur grand stade dont on ne sait si ce sera Évogue le navire ou Évogue la galère. L'actualité internationale, la Bosnie, les raids de l'OTAN ont repris sur les positions serbes autour de Sarajevo. La grande majorité des vols s'effectuent, il faut le savoir, à partir de la base italienne de l'OTAN à Aviano, où se trouvent nos envoyés spéciaux Patrice Randen, Daniel Lefebvre. Reportage. La guerre n'a pas d'horaire. Sans répit, le personnel de la base d'Aviano s'affaire autour des chasseurs de l'US Air Force. Aucune fébrilité dans le geste, la routine du savoir-faire. Ces avions, que l'on vérifie comme on caresse un objet d'art, doivent être armés, prêts à décoller sur ordre. De fait, les raids aériens ont repris la nuit dernière après une pause imposée par les caprices de la météo. Et aujourd'hui, l'effervescence n'a fait que croître sur la base. En vedette, le A-10, une vieille connaissance de la guerre du Golfe rebaptisée tueur de chars. Mais aussi et surtout, les F-16. Depuis quelques heures, ils se bousculent sur le tarmac. Avant le décollage, on les débarrasse de ces rubans oranges, libérant ainsi bombes et missiles promis aux Serbes. Quand on enlève ces rubans, le système est lancé. L'avion peut tirer des missiles et larguer des bombes. À Aviano, 115 avions de combat sont mobilisés. En une semaine, on totalise ici près de 600 sorties. Il n'empêche, de l'aveu même des pilotes, toutes les cibles n'ont pas été détruites. La défense antiaérienne des Serbes est toujours menaçante. Cela étant dit, il faut reconnaître qu'ils réagissent moins que lors de la première vague. Reste l'opération de sauvetage des pilotes français. Les interroger à ce propos, c'est se heurter à leur mutisme. Des nouvelles des pilotes français? Non. Ils sont vivants? Il faut espérer, il faut prier. On n'a pas le droit de parler. Justement, à propos des 2 pilotes français abattus il y a une semaine maintenant, du côté des Serbes de Palais, on prétend qu'ils sont en vie et prisonniers sévèrement gardés. Reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Merlino, Philippe Jasselin.
Les différentes déclarations concernant une opération de recherche et de récupération des pilotes français sont accueillies à Palais avec des haussements d'épaules. S'il n'y a toujours pas d'informations officielles sur leur sort, les indications officieuses sont concordantes et ne varient pas depuis une semaine. Les 2 pilotes auraient été arrêtés par des paysans, puis remis à la police. Ils seraient en bonne santé, mais l'un d'entre eux aurait été soigné dans cet hôpital pour une fracture de la jambe. Il serait maintenant dans une caserne fortement gardée. Le retrait des armes lourdes serbes s'effectue avec lenteur et les journalistes n'ont pas accès au centre de regroupement. Seuls quelques chars et canons ont pu être filmés. Le général Mladic, hier, a voulu justifier ainsi sa mauvaise volonté. La pression pour nous faire retirer nos armes lourdes est un non-sens, car la guerre n'est pas finie et nous ne pouvons pas laisser les 120 000 Serbes de la région de Sarajevo sans protection. Sinon, ils deviendront de la chair à canon pour les musulmans et les Croates. Et si aujourd'hui il semble qu'il y ait eu une pause dans les frappes aériennes, la journée d'hier a été marquée par plusieurs bombardements, le plus important ayant eu lieu sur la caserne Lukavica, la grande caserne serbe qui domine Sarajevo. Un obus de forte puissance a notamment détruit un bunker au sommet d'une colline. En tout cas, cette caserne est maintenant totalement vide et l'importance des dégâts occasionnés par les premières frappes aériennes montre que celle-ci n'était pas symbolique. Monsieur Millon, merci d'être resté avec nous. Un mot bien entendu à propos des 2 pilotes français. Vous avez entendu la version des Serbes de Palais. À quoi vous en tenez-vous? Vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, je sois relativement bref dans mon discours. Je dis simplement que actuellement, le président de la République et le gouvernement français ont demandé à l'OTAN de prendre tous les moyens pour sauver et récupérer les pilotes qui se sont fait repérer par le jeu de leurs balises. Votre information reste simplement sur le fait que les 2 pilotes français sont vivants. Je n'en dirai pas plus pour des raisons de sécurité. Je voudrais simplement rappeler qu'actuellement, si les frappes aériennes ont repris, c'est parce que nous souhaitons désenclaver Sarajevo, faire cesser le siège de Sarajevo, permettre à cette ville à nouveau de respirer et que les Serbes, en retirant leur artillerie lourde de plus de 20 km de Sarajevo, permettent ainsi une marche vers la paix que nous attendons tous pour cette Bosnie. Monsieur Millon, je vous remercie. La rentrée des classes maintenant, elle se poursuit cette semaine. Reportage ce soir, je pense intéressant, sur la bourse des livres scolaires. Jusqu'à la 3e, en effet, vous le savez, les ouvrages sont gratuits, payés par l'Éducation nationale. Après, ils sont à la charge des familles. Il apparaît aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile de faire profiter aux plus petits, aux cadets, des livres des plus grands. Bref, les livres, ça change trop souvent. Elisabeth Esley, Jean-Claude Elfassi, reportage. La rentrée, c'est un vaste commerce d'occasion d'abord pour les lycéens qui essaient d'obtenir un petit quelque chose de leurs livres de l'année dernière. Pas facile. Vous n'en avez vendu aucun? Non. Qu'est-ce que vous allez en faire alors? Je vais les donner à une bibliothèque ou quelque chose comme ça. Ces livres-là, c'est des éditions de l'année dernière, donc c'est des livres pratiquement neufs d'1 an et on ne peut plus les vendre. Quand l'occasion ne se vend pas, c'est qu'elle a été détrônée par le neuf, qui lui enlève toute valeur. Les éditeurs mènent la danse. Tous les ans, ils essayent de sortir une nouvelle édition avec un tampon dessus, nouveau programme, par exemple cette année 1995, justement pour essayer de casser un peu ce marché parallèle de l'occasion. Le commerce de l'édition est à la fête quand les programmes scolaires changent. Pourtant, même quand ce n'est pas le cas, comme cette année par exemple, on s'acharne à sortir des pseudo-nouveautés. Dans ma matière, moi je trouve que pratiquement il n'y a même aucune différence. Il y a quelques terminologies qui se modifient. Non, mais véritablement, même d'un éditeur à un autre, c'est toujours la même chose en fait. Toujours la même chose. Les livres servent très peu, essentiellement pour donner un exercice à faire à la maison. Donc ça fait des livres qui font 200 pages, 300 pages, 350 pages, mais qui ne sont souvent, très souvent, qui ne sont pas lus ni même compréhensibles par l'élève moyen. Espérance de vie d'un manuel au lycée entre 1 et 4 ans. Peu de chances qu'il serve aux petits frères. On est loin des best-sellers des années 60, potassés par plusieurs générations. Rentrée pour les anonymes, mais aussi pour les grands de ce monde. Le prince William, 13 ans, fils aîné du prince Charles et de Lady Diana, a intégré le célèbre collège d'Eton. L'occasion de voir pour une fois ses parents réunis et même son petit frère, Harry, qui l'accompagnait. L'école fondée en 1440 a déjà formé 19 premiers ministres anglais, accueilli un roi du Népal et plusieurs fils de Maharaja. Festival de Deauville, festival du cinéma américain, hommage ce soir au producteur Irving Winkler qui compte notamment à son palmarès des films comme Rocky, jusqu'au numéro 5,
Raging Bull, New York, New York. Pour cet hommage, son ami Robert De Niro a fait le déplacement en France. Irving Winkler a souvent choisi sa ville, la ville de Robert De Niro, comme toile de fond pour ses films. New York, Philippe Gassot. Si New York ne s'appelle pas la ville lumière, c'est sans doute que le modèle était déjà déposé par une ville plus ancienne. La vue depuis l'Empire State Building, c'est déjà du cinéma grand spectacle. New York a tellement été filmé qu'avant d'y passer, on a l'impression qu'on y est déjà venu. Rien ne se fait dans le monde sans que la ville ne donne son aval. Ici, tout semble possible avec du culot ou pas mal d'argent. On dit que c'est un endroit où il faut être tough, fort. La voiture donne le ton. Dans un pays où l'on conduit plutôt cool, le New-Yorkais a un côté parisien prononcé. Les gares ont perdu leurs consignes, les porteurs la plupart de leurs casquettes rouges. Un coup dur pour Cary Grant, qui pourrait quand même se raser dans les toilettes s'il avait la mort aux trousses. Le village, c'est Greenwich, hors du temps, avec ses Italiens, comme là-bas. On dit que les meilleures pizzas du monde viennent d'ici. Bob De Niro en sait quelque chose, il a ses habitudes. La star est ici, chez elle. Pas de garde du corps, pas de limousine, la simplicité, comme tout le monde. J'ai eu l'occasion de le servir une fois. Ça, il te donne des pourboires? Ah, c'est quelqu'un de bien, un bon client. La plupart du temps, il vient avec sa maman ou sa fille. Est-ce qu'il aime se montrer ou il est très discret? Non, il est très discret, il est très normal. Elle aime toujours cette table-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être parce qu'elle est à l'écart. On dit que ce passionné de New York ne se sent bien qu'ici. Et dans son entourage, on fait tout pour ne pas le remarquer. C'est la loi du silence. Si vous êtes en délicatesse avec vos amis ou avec les institutions, il y a encore de ces endroits discrets où pour 50 $, vous pouvez faire retraite. Et si la vie ne vous fait pas de cadeaux, l'herbe sera peut-être plus verte en passant le Brooklyn Bridge, de l'autre côté de l'Hudson River. Robert De Niro, bonsoir. On vient de voir votre ville, on vient de voir même quelques restaurants où, paraît-il, vous avez vos habitudes. Quelle est la définition d'un New-Yorkais, selon vous? Well, New York is a more complex and more. Vous savez, un New-Yorkais, c'est un individu plus compliqué qu'on ne l'imagine, plus diversifié. Il y en a qui sont en fait très amicaux, très ouverts, alors qu'ils crient tout le temps en voiture, dans les embouteillages et qu'ils s'énervent facilement. Il y a, si vous voulez, des groupes ethniques si variés à New York que... Bon, je ne peux pas vous donner une définition précise du New-Yorkais. En tout cas, c'est un endroit tout à fait passionnant. Alors, Robert De Niro, vous avez souvent tourné... Le problème des embouteillages. Vous avez souvent tourné, Robert De Niro, dans New York, ne serait-ce que Taxi Driver. Vous avez également tourné un film sur le Bronx. Est-ce que New York est un excellent décor pour le cinéma? Yeah, it's a very good setting. Oui, c'est un décor extraordinaire. I mean, there's so many different, like, il y a in the case of Bronx Tale, it was tant de lieux différents. Like a little medieval village. On peut même imaginer un petit village médiéval que l'on imaginerait au fin fond de l'Italie, par exemple. New York. We didn't shoot in the Bronx. Là, à New York. Alors nous n'avons pas tourné dans le Bronx, on a tourné dans le Queens, mais pour bien maîtriser les décors, il était donc plus facile de tourner dans le Queens que dans le Bronx. Mais nous avons recréé très largement le mode de vie du Bronx, la rue du Bronx, parce qu'il y a les gens, vraiment les gens qui vivent là, dont on a besoin, mais organiser une mise en scène, ceci suppose un environnement peut-être plus favorable. C'est pour cela que nous avons tourné ce film sur le Bronx dans le Queens. Robert De Niro, est-ce que New York est une ville extrêmement dure, extrêmement dangereuse? Est-ce que c'est une ville où il faut être très fort pour survivre, pour vivre?
I think so. It's a tough C'est une city, ville but, dure, difficile. any big city is pretty Mais tough. vous New savez, York is, c'est le cas de toutes les grandes villes. Actually, statistically, I've heard there's less D'après les statistiques, paraît-il, il y a moins de crimes violents à New York que dans d'autres villes américaines actuellement. Bon, ça ne veut pas dire que c'est bien pour autant. Mais apparemment, la situation est un peu meilleure de ce point de vue-là à New York. Alors, c'est une ville difficile, mais regardez, Paris est une très belle ville, beaucoup plus belle du point de vue de l'architecture que New York, mais c'est aussi une ville très difficile. Vous savez, si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes dans les rues de Paris, livré à vous-même, ce n'est pas facile. Robert De Niro, vous venez de finir un film avec Al Pacino. On ne sait pas grand-chose de ce film. C'est un film de Michael Mann. C'est un film qui met en scène un criminel que j'interprète et Al Pacino est le flic qui me chasse. Et son obsession est de me trouver, de mettre la main sur moi. Je ne vous raconterai pas la fin du film, mais c'est vraiment un très bon scénario. Il y a longtemps que je voulais faire un film de ce genre, je l'ai enfin trouvé. Merci Robert De Niro de nous avoir rendu visite ce soir. Nous allons diffuser, pour terminer, un reportage sur Deauville et sur les caprices des stars, qui, je ne sais pas si Robert De Niro en demande, mais ont des caprices. Certains demandent des fleurs vertes ou encore des lits plus grands. Avez-vous ce type de caprice? C'est la question posée par Nicolas Vinclair et Bernard Ronflet aux acteurs présents à Deauville. Ça, à Deauville, c'est ce que tout le monde peut voir. Derrière, il y a l'agitation du festival et sa face cachée, c'est tout plein d'étoiles qui passent leur temps à demander l'impossible. L'hôtel Royal est pour les stars l'un des passages obligés. Comme tous les palaces, il a ses mystères. Attention, vous allez pénétrer dans le sein des saints, ce qu'on appelle ici le système Cardex. Cardex, c'est un fichier informatique. 45 000 clients et tous sur leur menu caprice. Je veux des draps en soie, un bain coulé à 18 h, mais je déteste qu'on m'appelle Altesse. Une partie des passions, des habitudes ou des manies des grands. Oui, tout ça dans la petite machine. Vous êtes prêts? Alors on monte à l'étage. Un petit tour de clé et hop, nous voilà dans la suite de Kevin Costner. 18 000 francs la nuit, elle n'a jamais si bien porté son nom, la douloureuse. Mais c'est le prix de l'absolu confort. Clint Eastwood, par exemple, voulait un lit sur mesure, un lit de géant. C'est pas compliqué, on l'a fait construire. Un autre client voulait y voir ses meubles, les siens, on les a fait venir. Kevin Costner, le maître de ces lieux, n'a pas de caprice, juste quelques envies. Il aime le vin, d'accord, ok patron. Sur la table, un château Aubryon 67, 3 000 francs la bouteille. Quand on a les moyens de s'acheter le bonheur, les compromis, ça ressemble à des soldes, alors vive les lubies. Celle qui a nécessité le plus d'énergie a consisté à livrer dans une chambre, à 4 h du matin, 420 roses rouges, commandées par un producteur pour une jeune femme qui séjournait dans l'hôtel. Le caprice le plus cher? Le caprice le plus cher, réservé 4 fois le Concorde pour un client qui voulait aller voir courir ses chevaux aux États-Unis. Allez, on y va là. On cloche, bien chaud, on emmène à Atlantis. C'est le genre d'endroit où l'on veut tout et tout de suite. On se souvient de cette star américaine qui a fait rouvrir le Poney Club à 5 h du matin pour faire à dada sur la plage. Ou de cette extraordinaire histoire de biscuits. Rognon, sauce madère. Alors voici les biscuits d'une célèbre star australienne que nous sommes allés chercher aux Antipodes afin de subvenir à sa demande spécifique. Et c'était le drame du siècle si elle ne les avait pas? Tout à fait. Ils ont quel goût? Quelconque. Si vous considérez que le bonheur c'est autre chose qu'une cavalcade à 5 h du matin sur un cheval repeint qui se nourrit de biscuits australiens arrivés par Concorde, c'est que vous au moins, vous êtes resté simple. Robert De Niro, dernière question. Est-ce que vous avez des caprices comme ça, comme les grandes stars d'Hollywood? The whims, meaning, I didn't hear the transcript. Écoutez, je n'ai pas pu suivre l'ensemble du sujet. Qu'est-ce que vous entendez exactement par caprice? Je ne sais pas. Est-ce que vous demandez des fleurs vertes? Est-ce que vous demandez un lit plus grand? Est-ce que vous demandez des plats particuliers? Est-ce que vous demandez un cheval dans votre chambre? Well,
I wouldn't go that far. I wouldn't Non, ask écoutez, maybe, je you know, n'irai for pas, flowers jusque in my là. bedroom? No. Écoutez, un cheval dans ma chambre à coucher, longer bed, non, un lit plus grand, non, non, écoutez. Some other things, but Peut-être d'autres choses, remarquez, mais pas ce que vous avez I énuméré. couldn't say them on television. Mais ce à quoi je pense, je ne peux difficilement le dire à l'antenne. Merci Anything else? beaucoup. Merci Robert De Niro. Voilà, on va se quitter sur cette note d'humour avec tout de suite après le journal La Météo, Nathalie Riouet, deuxième tirage du loto, 20h50, téléfilm Les Grandes Personnes avec Caroline Tresca. 0h05, dernier journal Philippe Lefebvre, Télématin Les 4 vérités Nicole Notta, secrétaire générale de la CFDT, Patrick Chen-Trésor. Quant à moi, je vous retrouve demain à 15h avec la première demain soir d'invité spécial à 20h15. Bonsoir, à demain.